Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de The Hillcast. Ça faisait très longtemps, pardon. C'est le troisième épisode que je vous propose, donc le troisième épisode troisième pay-per-view plutôt, de NXT. Celui-ci est consacré à NXT TakeOver Philadelphia, que j'ai trouvé un petit peu en dessous des deux autres, si je me souviens bien. NXT TakeOver Brooklyn 3, je lui avais mis 8,7 sur 10. Et NXT TakeOver Wargames, je lui avais mis 8,9 sur 10. Celui-ci, vous verrez qu'il aura la même note que le Royal Rumble 2018, c'est-à-dire qu'il aura 8,5 sur 10. Donc là, je tue tout le suspense avant même le début de cette analyse. Mais ouais, je l'ai trouvé un petit peu en dessous à cause d'un match. Et c'est exactement la même chose que dans le Royal Rumble. Le Royal Rumble, il y a un match que j'avais pas aimé. En l'occurrence, c'était The Bar contre Rollins et Jordan. Là, vous allez voir qu'il y en a un que j'ai même moins aimé que ce match-là au Royal Rumble 2018. À côté de ça, je vous invite à mettre un petit like si vous aviez aimé ce pay-per-view ou un dislike si vous ne l'avez pas aimé. Et je tiens à m'excuser encore une fois pour l'arrivée de la vidéo. Vous savez que je fais des reviews de NXT TakeOver, dans tous les cas, ça c'est une certitude, mais ça n'arrive pas le lundi, enfin les quelques heures après le pay-per-view, comme je peux le faire avec les Over the Results. Pourquoi? Parce que je regarde le pay-per-view le vendredi après-midi qui suit le pay-per-view, c'est-à-dire que là en l'occurrence j'ai regardé vendredi passé, parce que j'ai congé l'après-midi. Et tout simplement, je peux pas regarder avant et je peux donc pas vous la proposer avant. C'est pour ça que je vous ai dit dès le premier épisode que je vous proposais les épisodes de The Hillcast maximum un mois après sa diffusion sur le WWE Network. Voilà. Bref, maintenant on va directement commencer cette courte analyse 5 matchs, mais 4 très bons matchs à mon sens. Le premier c'est The Undisputed Era qui battent les AOP dans un très bon match, donc ils conservent leur titre par équipe de NXT. Vraiment il y a une ambiance de taré et les deux équipes sont vraiment incroyables je trouve. On est loin des Lucha Dragons contre Buddy Murphy et alors je sais plus comment il s'appelait. Vous voyez pourtant je suis NXT pas quotidiennement, enfin pas hebdomadairement. Je suis les résultats, je ne regarde pas, mais j'ai totalement oublié cette équipe. Il y a Buddy Murphy et Wesley Blake, voilà. Je me souviens même plus de leur nom. Ouais, c'était juste Blake et Murphy, leur nom d'équipe. Vous voyez, autant j'aimais ces deux équipes-là, autant je trouve que l'ère Undisputed Era, AOP et Sanity, je trouve que c'est la meilleure dans la division par équipe de NXT qu'on a eu depuis le début d'NXT. Vraiment, ça fait très très plaisir à voir et encore une fois, ça envoie du lourd pendant les matchs à TakeOver. J'ai marqué que The Undisputed Era est la deuxième équipe, je crois, à battre AOP après Sanity qui leur avait pris les titres justement il y a quelques mois dans un TakeOver, là aussi encore une fois. Je trouve que ça fait plaisir de les voir conserver, même si j'aime beaucoup AOP. Je trouve que The Undisputed Era mérite un règne plus long dans le sens où ils ont perdu de rares fois en fait je crois. Encore une fois je suis pas les weeklies de NXT. Pas parce que j'aime pas, au contraire, je trouve que NXT, même quotidiennement, enfin hebdomadairement, est meilleur que Raw et SmackDown, mais simplement parce que c'est pas en live. Et à mon sens, il devrait mettre NXT à 2 heures et mettre Raw à 2 heures également. Et j'aimerais le voir en direct à 2 heures. Et je pense qu'à partir de là, ça ira beaucoup mieux parce que là, je suis les résultats, les spoilers en fait, des résultats et qu'il y a eu durant les enregistrements de NXT. Donc souvent, ça se passe bien un mois et demi avant. Comme là, par exemple, les épisodes jusqu'à WrestleMania 34, je les sais. Donc forcément, ça me donne un peu moins envie de regarder en live, sauf événement majeur. Voilà, comme ça, vous avez maintenant toute la petite histoire à côté de ce match-là. Maintenant, concernant ce match, le finish qui voit AOP porter leur prise de finition, mais O'Reilly le contre en DDT et pousse Akam sur Rezar qui tombera à l'extérieur et il enchaînera avec un petit paquet pour la victoire. C'est un petit peu botché à mon sens, mais je trouve ça assez dingue parce que ça met du suspense. Le public est à fond dedans tout autant que moi. Et c'est assez dingue parce que c'est la première fois que quelqu'un, en tout cas encore une fois à TakeOver, renverse la prise de finition de Akam et de Rezar. Vous savez, quand ils font leur powerbomb, mais juste avant la powerbomb, ils fracassent leur adversaire dos à dos. Et là justement, ça a été fait, mais au moment de porter la powerbomb, il y en a un qui s'est loupé, un des AOP, et justement c'est O'Reilly qui l'a contré en DDT, une sorte de Hurricane DDT, plutôt Hurricane Rana DDT. Donc c'est assez intéressant et voir quelqu'un, même s'ils se sont fait dominer, voir quelqu'un donner une sorte d'opposition à IOP, ça fait plaisir, même si Sanity, comme je l'avais dit, l'avait déjà fait auparavant. Et pour toutes ces raisons, j'ai mis la note de 8 sur 10. Deuxième match de Velvet in Dream bat Cassius Ohno.
dans un match décevant, c'est celui-là que j'ai pas vraiment aimé. Et je dis pas ça souvent pour NXT TakeOver, mais ce match, à mon sens, il est rempli de botch. C'est un peu une horreur, surtout que c'est de la faute de Ono. J'adore les deux lutteurs, mais Ono, ça a toujours été un coup de cœur avant qu'il parte de NXT. Depuis qu'il est revenu, je sais pas, je trouve qu'il propose pas autant de bonnes choses, il est pas autant vif, il a pris du poids, même si c'était déjà ce qu'on lui reprochait à l'époque. Je trouve que c'est un très bon lutteur et j'aimerais bien le revoir en équipe avec Cesaro. Voilà, forcément c'est pas le cas parce qu'il a NXT et que Cesaro est dans le main roster, mais je trouve que en solo il y a quelque chose qui pêche chez lui et il faut le mettre en équipe pour qu'il progresse bien parce que là il y a, à mon sens, il y a beaucoup trop de défauts. Je trouve que ces deux lutteurs et surtout Dream sont très très talentueux, mais là je suis déçu. Le public donne de la voix, mais moi en fait, enfin je trouve que le public donne de la voix, donc le public est motivé. Mais moi pas, je me fais chier en fait. C'est dur à dire, je crois que c'est la plus mauvaise note que je mets pour un match de takeover. Mais je trouve par exemple, à titre de comparaison, que le match entre Dream et Black, donc c'était un NXT Takeover War Games, était incroyable et du coup là, bah, pas du tout. Voilà, je suis pas emballé et c'est pour ça que j'ai mis la note de 5,5 sur 10. Troisième match, Ember Moon bat Shayna Baszler. Alors désolé pour la prononciation, je sais que c'est catastrophique. Pour conserver son titre féminin de NXT dans un match très très plaisant. Vraiment pour moi, c'est un gros match intense à la manière d'un match de Brock Lesnar. Alors pas autant, je m'explique. Moi je m'attendais quand j'ai vu Shayna débarquer, parce que j'ai pas regardé le Mae Young Classic Tournament. Je sais, tapez-moi les doigts, mais franchement, ça m'intéressait pas tant que ça. Je trouve qu'il n'y a pas assez. C'est comme le tag team, le mix tag team challenge ou le cruiserweight challenge. Je trouve que il devrait faire ça dans le cadre d'un truc en live ou quelque chose qui soit plus officiel parce que ça me donne pas envie. C'est comme la TNA, autant je l'ai suivi, donc Impact Wrestling, autant je l'ai suivi quand c'était dans la bonne période, quand c'était en live. Là, bah forcément, je regarde plus parce qu'il y a plus autant d'engouement. Et là, c'est pareil, les matchs sont peut-être bons et certainement bons, mais pour moi, il n'y a pas assez d'effets médiatiques dessus et il n'y a pas d'aspect officiel. Vous voyez, même s'il y en a un qui a débouché sur le titre Cruiserweight, il y en a aussi un qui a débouché sur le titre UK, il y en a un qui a débouché sur une place de challenger numéro 1 pour le titre féminin de NXT, mais je sais pas, pour moi, et puis il n'y a pas ce côté divertissement non plus, donc voilà, on va plutôt dire que je suis fan de divertissement avant d'être fan du in-ring. Et c'est pour ça que je connaissais pas Shayna Baszler et que je la découvrais un petit peu. J'ai un peu suivi ce qu'elle faisait justement là dans les shows hebdomadaires, pardon. Mais du coup, j'étais pas vraiment et sûrement pas autant que vous au courant de ce qu'elle pouvait faire. Et je m'attendais à la voir faire pardon du Brock Lesnar. Et finalement, pas tant que ça. Je pensais vraiment que ça allait être de la boucherie, mais il y a une grosse domination de Baszler, ça je dis pas l'inverse. Mais pas tant que ça, parce que Ember Moon arrivera quand même des fois à la contrer et à la mettre par terre. Après, le point intéressant, je trouve, c'est que Moon joue sur sa blessure au bras que lui fait justement Baszler. Et même au bout d'un moment, elle pourrait aller faire le tomber, elle le fera pas parce qu'elle s'étordera de douleur. Et je trouve ça assez incroyable le coup que lui met Shayna dans le coude qui se retourne littéralement. C'est assez impressionnant parce que on peut se dire oui les coups sont atténués mais là le coup il est vraiment fait et je me dis est-ce qu'il y a eu un problème entre les deux à la manière d'un Lesnar Strowman au Royal Rumble 2018, je ne pense pas, mais du coup et surtout que ça n'a pas été dit, mais du coup je trouve ça quand même impressionnant de voir que le coup est réellement porté en fait et qui aurait pu être très très dangereux parce que peut-être qu'il est atténué mais il en reste pas moins dangereux et je trouve ça presque choquant de voir ça à la WWE aujourd'hui, c'est des risques qui sont pris et je trouve que ça rajoute dans le storytelling et je trouve ce match incroyable même si certains l'ont peut-être trouvé un petit peu décevant parce qu'il dure que 10 minutes, qu'il est peut-être pas comme il l'attendait, comme on a pu voir avec le Iron Woman match plus tôt, enfin quelques années plus tôt à NXT ou tout ce qu'on a pu voir avec Asuka auparavant. Là, pour moi, j'ai adoré parce que c'est bien construit, il y a une histoire qui est racontée, et puis il y a aussi le finish qui est juste dingue. On a 3 minutes de soumission de Baszler sur Moon, et cette dernière arrivera à renverser la prise en petit paquet pour la victoire. Bah, je peux pas. Ouais, pour dire qu'il n'y a pas un gros rythme et que ça dure à peine 10 minutes, je trouve que le match est très très prenant, pardon. Et il est 7 heures pour moi, je m'excuse, je fais beaucoup de fautes de français, mais vous me comprenez quand même. Je trouve que le match était très très prenant et c'est pour ça que j'ai mis la note de 8 sur 10. Quatrième match, Aleister Black bat Adam Cole dans un match oufissime, vraiment. Un Extreme Rules match de grande classe. Déjà, le match dure 22 minutes et puis il y a le rythme qui est
très relevé, il y a de l'intensité qui est là du début jusqu'à la fin, et puis il y a d'immenses spots, notamment lorsque Black envoie Cole sur l'échelle dans le coin du ring. La réception de Cole sur le sol et sur l'échelle, ça a dû lui faire un mal de chien, et je pense que même encore aujourd'hui il doit avoir mal. Et puis on a aussi lorsque Cole porte un coup de pied sur une chaise qui ricochera dans la tête de Black qui tombera à l'extérieur du ring sur 2 tables. Et puis on a aussi l'intervention de Undisputed Era qui attaque Black, mais Sanity qui interviendra pour le sauver. Non, franchement, je trouve qu'il y a de l'intensité, et je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu. Il y a de l'intensité, ce match fait partie de mes favoris à NXT, du moins des 3 épisodes que j'ai analysés. J'ai trouvé ça énorme, et pour moi ça mérite pas moins que le 10 sur 10. Et on arrive au main event. Andrade Cien Almas bat Johnny Wrestling Gargano pour conserver son titre de NXT dans un excellent match. Et là, j'ai plus mis de commentaires parce que, vous savez, des fois je mets des commentaires et je note le match après le match. Et en règle générale à NXT, je le fais pendant parce qu'il y a tellement de choses qui se passent que je le fais pendant. Et en fait, j'ai pas pu. Le match dure 30 minutes, mais j'ai pas eu le temps de le faire parce qu'il y a des spots n'importe quand. Et c'est pas un défaut, c'est un putain de compliment. Je trouve, à titre d'exemple, j'ai vu tous les NXT Takeover, mais c'est que le 3e que j'analyse. Et donc, je peux le dire par expérience, je trouve que c'est le meilleur match que nous a proposé un Takeover jusqu'à maintenant. Et j'ai pas mis d'autres notes, justement, c'est là où je veux en venir. J'ai pas eu le temps parce que c'était juste trop bien. Et pour moi, je trouve c'est assez incroyable. Andrade Cien Almas, je l'aime depuis ses débuts. Le problème, c'est que je le trouvais assez limité sur le ring. Et je crois que je l'ai dit déjà dans les 2 derniers Ilcast que j'ai fait sur les takeovers. Je trouve qu'il était assez limité sur un ring. Et depuis qu'il a Zelina Vega, c'est juste un duo hispanique. C'est ce qu'il faudrait en fait au main roster. Vous me les mettez dans le main roster. En fait, il peut être WWE Champion et Vega peut être championne de SmackDown féminine, donc ça ne me choquerait pas du tout. Donc, pour moi, malgré leur taille, je veux dire, il y a un in-ring, il y a une présence, un charisme, ils ont tout. Ils ont absolument tout pour être dans le main roster et pour être au sommet de la WWE. Et j'ai hâte de les voir dans le main roster. J'espère que la WWE ne va pas les gâcher. Et puis, je vais pas non plus cracher sur Johnny Gargano. Ce mec est un putain de taré quand même. Et les commentateurs l'ont très bien dit, pardon, il a un petit peu l'histoire de Daniel Bryan, dans le sens où il s'est battu pour essayer justement d'avoir ce titre, et tout le monde s'attendait à ce qu'il gagne le titre de NXT, et d'ailleurs, la réaction du public à la fin ne trompe personne, tout le monde est déçu. Mais le match est clairement excellent, c'est un des meilleurs pour moi, vous le voyez, je l'ai mis à 11 sur 10. Vraiment, j'ai rien à dire de plus. Il y a tellement de choses que je pourrais vous faire une vidéo, je pense, de 30 minutes rien que pour ce match-là. Je pourrais même vous le commenter en live, mais je ne vais pas le faire à cause de problèmes de droit d'auteur. Mais vraiment, allez le voir. Allez le voir. En plus, Dave Metzler, c'est la première fois qu'il met un 5 étoiles, pardon, sur un match de la WWE depuis Cena Punk de Money in the Bank 2011. Donc, c'est dire à quel point ça a plu à tout le monde. Puis, j'en ai pas parlé, mais la femme de Johnny Gargano fait ses débuts justement à la fin du match pour empêcher Zelina Vega d'attaquer Johnny Gargano justement, et c'est assez dingue encore une fois de voir Zelina Vega, donc une femme qui attaque un homme, et pas avec des prises genre des claques, des vraies prises. Cette espèce de Hurricane Rana qu'elle a porté sur Gargano, qu'il l'a envoyé dans les escaliers à l'extérieur du ring, était assez incroyable. Et puis on la voit débarquer direction Gargano, mais genre ça aurait pu être un homme, ça ne choque pas. Je veux dire, je veux pas faire du sexisme, mais en règle générale, les lutteuses à la WWE sont peut-être un petit peu réticente d'attaquer les hommes. Enfin, je dis pas que c'est le cas, mais en tout cas, c'est ce que la WWE veut montrer. Et du coup, là, pas du tout. Elle est déterminée à aller vers Gargano, elle fonce sur lui, et c'est là que Candice LeRae, alors je sais pas si c'est bien prononcé, donc la femme de Gargano intervient, attaque Vega, et elles vont se battre dans le public et dans les coulisses. Tout le monde pense que Gargano va battre Almas justement, vu qu'ils sont plus que 2 et que Vega n'est plus là pour intervenir, mais finalement pas. Almas le battra après des prises aussi d'une intensité, d'une brutalité, mais hors norme. Vraiment, je vais pas en dire plus. Allez voir ce match, il fait ultra plaisir. Vous allez pas être déçus, et c'est pour ça que j'ai mis la note de 11 sur 10. Je le rappelle encore une fois. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Peut-être faites-moi un commentaire match par match. Est-ce que vous êtes d'accord avec mon 11 sur 10 sur le Almas Gargano? Est-ce qu'il valait vraiment cette note-là? Est-ce qu'il est le meilleur de l'histoire à NXT TakeOver? Est-ce que vous êtes d'accord avec mon 5,5 sur 10 pour le Velveteen Dream contre Cassius Ohno? Est-ce qu'il mérite 5,5 sur 10? Parce que j'ai vu
tout le monde avait apprécié tous les matchs, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et nous on se retrouve tout bientôt pour la suite de la chaîne.